Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. À l'initiative de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, via la sous-direction de la vulgarisation des sciences, une nouvelle série est mise en place qui s'appelle La science dans notre quotidien, qui va parler de la vulgarisation des sciences en général et de la diffusion du savoir pour créer des vocations scientifiques chez les jeunes et les moins jeunes. Et dans ce cadre-là, le professeur Hafid Daourag, qui est parmi nous aujourd'hui, va initier cette série d'exposés. Donc c'est une série, il va y avoir plusieurs séries. La première série contient 4 exposés. Donc le premier exposé est intitulé donc Pourquoi les objets se cassent-ils? Donc nous avons l'honneur donc de vous écouter et à vous la parole, professeur. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin. Bonne soirée à tous ceux qui suivent nos émissions. Donc là, en premier lieu, je voudrais lancer un appel pour l'ensemble de la communauté universitaire pour participer à ce genre d'événements qui sont comment améliorer la culture scientifique dans notre société. Et donc à tous nos enseignants passionnés par la science et passionnés par la vulgarisation de la science, je leur lance un appel pour venir nous aider à animer aussi des séances de vulgarisation et des séances pour augmenter ou développer l'aspect critique, d'accord, de la science vis-à-vis de la société. Donc à bon entendeur, salut, marhaba bikum, pour nous proposer des thèmes pour des séances ou sous d'autres formes, d'accord, d'événements, de qada, etc. Alors, donc cette série que je voudrais animer sur 4 séances, d'accord, c'est la science dans notre quotidien. Comment vous, un simple citoyen, d'accord, qui vit sa vie, d'accord, comment il faut parfois faire des choix dans sa vie. Les choix d'acheter quelque chose, les choix d'utiliser quelque chose, les choix d'investir dans tel ou tel objet. Et donc, par rapport à cela, comment il peut, en utilisant la science, faire améliorer son choix. Et aussi pour comprendre les phénomènes. Parce que parfois, il y a beaucoup de phénomènes qui se déroulent autour de lui, d'accord, dans sa vie quotidienne, d'accord, il lui dit, subhanallah, comment que les choses sont. Et donc, mais il ne sait pas expliquer la chose, il ne sait pas pourquoi cette chose s'est réellement passée. Et donc, moi, je vais faire aujourd'hui une rétrospective un peu sur cette notion que nous, chacun dans sa vie a été confronté, à casser des objets, parfois par inadvertance, parfois, donc, un verre qui tombe de sa main, il se casse, etc. Et donc, il se pose la question, pourquoi donc ces objets se cassent? Et comment éviter que les objets se cassent? Donc, la question, c'est comment éviter que les objets se cassent. Et donc, cette notion de comment les objets se cassent, il faut d'abord que j'introduise petite introduction par rapport à les objets se cassent. Premièrement, il faut se dire que tous les objets se cassent, mais il y a ceux qui se cassent vite, et ceux qui résistent, d'accord? Alors pourquoi certains se cassent vite, et pourquoi certains résistent? Mais tôt ou tard, d'accord, sous certaines formes, ils se cassent. Et parce que dans la science, et là, on va introduire un concept scientifique. Dans la science, on classe les objets en 2 grandes catégories. C'est ce qu'on appelle les objets fragiles, c'est-à-dire les objets qui se cassent vite, et les objets ductiles, les objets qui peuvent se déformer, d'accord, et qui se cassent pas vite, d'accord. Donc, ça veut dire que nous avons 2 classes d'objets. Il y a les objets que nous allons appeler fragiles, d'accord, tels que le verre, par exemple, et les objets ductiles, tels que le plastique. Alors, donc quand je dis quelque chose qui est ductile, ça veut dire que je peux la manier. Au-dessus d'une certaine limite, elle se casse. Et puis, il y a des objets qui, si je dois exercer quelque chose comme ça, ils se cassent facilement, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, il y a cette notion de fragile ductile. Et donc, même les objets qui sont ductiles, qui se cassent difficilement, à un moment, ils se cassent. Mais
il y a une chose qui est importante, c'est que cette fragilité dépend de la température. Donc la température joue un rôle important. Donc si vous êtes dans une maison, vous êtes femme au foyer, d'accord, sachez que les objets que vous manipulez, d'accord, leur fragilité dépend de la température à laquelle vous allez les utiliser. Donc l'utilisation par rapport à la température est quelque chose d'important. Donc ça veut dire que tous les objets ont ce que nous appelons une température de transition. Le passage d'un état ductile, c'est-à-dire qui est déformable, qui ne se casse pas, à un état fragile qui se casse facilement. Et c'est ce qu'on appelle la température de transition fragile, ductile, fragile. Et pour l'anecdote, par rapport à cela, je vais vous raconter l'anecdote du Titanic. Le Titanic, vous savez que le naufrage du Titanic, il a eu, on sait comment, parce que quand on a construit le Titanic à l'époque, on l'a construit avec un acier, et on disait que c'est un acier qui est le plus résistant au monde. Rien ne le casse. Ça veut dire qu'un iceberg, même s'il rencontre un iceberg, le Titanic ne va pas couler. Et donc, le Titanic a pris le large. Et puis, à un moment donné, il traversait donc l'océan, l'Atlantique, et puis il faisait très froid. Il y avait beaucoup d'icebergs. Bon, le commandant, sachant qu'on lui a dit que ce Titanic est construit avec l'acier le plus dur possible, donc un iceberg ne lui ferait pas mal. Donc il ne le ferait pas couler, en quelque sorte. Donc il était rassuré, confiant de lui-même, que même s'il rencontre un iceberg, il ne va pas couler. Mais à l'époque, la science avait omis quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit la science, parfois, est importante, parce qu'à l'époque, les scientifiques n'avaient pas encore découvert un phénomène. Et donc, au loin, il voit un iceberg arriver, d'accord? Bah, ils s'en foutaient, hein? Donc, un iceberg, avec mon acier, c'est un brise, hein? C'est un brise-glace, donc il ne va pas me faire du mal. Mais au moment où l'iceberg a touché le Titanic, il y a eu une brèche dans le Titanic qui s'est propagée sur 100 mètres. Donc, propager sur 100 mètres le Titanic, ça veut dire qu'il a coulé en 7 minutes. Ça veut dire que les personnes n'avaient pas le temps de pouvoir prendre des embarcations et de se sauver. Parce qu'une brèche de 100 mètres, ça veut dire un flux d'eau important qu'il a fait couler rapidement. Erreur scientifique. Puisque les scientifiques ont dit au commandant que cet acier résiste à tout. Mais ils avaient omis une chose. Qu'est-ce que la chose qui a été omise? C'est qu'à l'époque, l'acier, le Titanic a été construit en Irlande du Nord. Il y avait les grandes aciéries là-bas, donc où on construisait les bateaux. Et donc le bateau a été construit, et donc les aciers ont été, à l'époque, les aciéries, ceux qui fabriquent les aciers, comme chez nous, Al-Hajjar, d'accord, étaient à ciel ouvert. Ils n'étaient pas sous une atmosphère contrôlée. Et dans l'air, il y a des impuretés de soufre. Et à l'époque, on ne savait pas que le soufre est l'ennemi numéro 1 de l'acier. Et donc, quand ils avaient élevé les températures pour fabriquer l'acier, il y avait beaucoup de soufre de l'air qui s'est introduit dans l'acier. Et quand le soufre entre dans l'acier, il le fragilise. Alors, mais ils ne savaient pas à l'époque que cet acier qui est utilisé pour le Titanic, il reste ductile, donc ils s'en foutent de l'iceberg tant que la température était supérieure à 4 degrés. Tant que la température était supérieure à 4 degrés, un iceberg, mais il dit, le Titanic. Mais ce jour-là, la température de l'eau était presque à 0 degré. Ça veut dire que l'acier,
de sa qualité étant ductile, est devenu, il a passé la température de transition, était devenu fragile. Ça veut dire que l'acier, ou là, comme le verre. Donc, quand il a rencontré l'iceberg, ah ben, il a explosé, hein, et l'acier, il a pas résisté à l'iceberg. Donc, vous voyez qu'une erreur, hein, d'appréciation scientifique a coûté la vie à des centaines de personnes. Donc, c'est pour vous dire, hein, donc, que la science est importante, hein, dans la vie courante. Et ça, c'est dans la vie courante, d'accord? Dans la vie au quotidien. Alors, je reviens donc toujours à ceci. Et ça va m'amener, aujourd'hui, je vais essentiellement parler du verre, hein, puisque c'est celui qu'on rencontre le plus dans notre quotidien. C'est celui que tout le monde rencontre dans sa vie, hein, au quotidien, l'utilisation des verres. Et j'ai ramené ici différentes sortes de verres. Alors, d'abord, le verre, on va faire un peu d'histoire, hein, sur le verre. Donc, le verre, comment il a évolué à travers l'histoire? Tout d'abord, les premiers, je dirais, états vitreux, c'est-à-dire qui ont un état de verre. On les a découverts dans la Lune. On les a découverts dans la Lune, c'est-à-dire que quand on est parti sur la Lune, on a trouvé des roches, hein, qui dataient, hein, de millions, de milliers d'années, de millions d'années, d'accord, qui veut dire que quand il y a eu donc la grande explosion, d'accord, donc il y a eu la conception des planètes et tout ça, donc il y avait un état qui s'est formé, qui est l'état vitreux. Et ensuite, le plus grand pourvoyeur de verre, d'état vitreux de verre, ce sont les volcans. Les volcans, d'accord, c'est, je dirais, le foyer, puisque la température est très élevée à l'intérieur, c'est le foyer de la confection de verre naturel. Et parmi ces verres naturels, quand il y a éjection de sa lave, les volcans, ils envoient une pierre qu'on appelle l'obsidien. C'est la pierre noire que vous voyez, qu'on met, qui est très vitreuse, hein, très transparente, d'accord, qu'on met comme joyau parfois, vous la trouvez, vous l'achetez, etc. C'est ce qu'on appelle de l'obsidian. Donc ça, c'est les choses naturelles, d'accord. Mais ensuite, l'homme a voulu fabriquer du verre. Alors, historiquement, on dit que les premiers objets, hein, faits en verre, ils datent à peu près de 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire 5000 ans avant Jésus-Christ, l'homme a su faire ce que nous appelons du verre. Mais à l'époque, tout ce qu'il faisait de verre, c'était par des moules, avec du moulage. C'est qu'à la période des pharaons qu'on a commencé à souffler le verre, à commencer à faire sortir ce que nous appelons les soufflets avec la canne. Donc il faisait fondre, hein, de l'oxyde de silice, le SiO2. Et en le fondant, on soufflait avec une canne, on pouvait lui donner la forme qu'on veut. Et c'est à partir de là qu'est née la notion de souffleur de verre, des souffleurs de verre. Et puis donc le verre a commencé à se développer, et donc ce n'était pas une science, c'était plus artisanal. Ce sont des artisans qui faisaient, c'était plus pour la joaillerie, c'était plus pour l'orfèvrerie, pour des choses qui sont pour donner un éclat de beauté à quelque chose. Et donc le verre a commencé à évoluer. Et on a commencé à introduire l'industrialisation, disons, du verre à partir du XVIIe siècle, hein, du XVIIIe siècle. Et là où il y a eu, je dirais, une révolution, que le verre a commencé réellement à être quelque chose d'important dans le quotidien, dans notre quotidien, c'est à partir du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que à l'époque, tous les verres qu'on fabriquait n'étaient pas totalement transparents. On n'avait pas encore trouvé la formule magique pour faire des verres totalement transparents comme celui-là, hein? Des verres totalement transparents comme ce verre transparent.
tous les verres qu'on fabriquait à l'époque étaient quelque peu teintés. Il y avait une teinte. Même si elle était parfois, hein, on nous paraissait qu'elle était transparente, mais en fait, il y avait toujours hein, une petite coloration dans les verres. Et donc, on ne savait pas comment fabriquer des verres totalement transparents. Et c'est vers la fin du 19e siècle qu'un Allemand, artisan, c'était pas encore de la science, qui s'appelle Otto Schott, a trouvé le moyen de transformer le verre et de trouver la formule d'un verre complètement transparent. Il fallait ajouter à ces silicates du bore. L'idée, pour lui, parce qu'à l'époque, c'était de l'artisanat, c'était des recettes de cuisine, j'ai une fondue de verre, j'ajoute un autre élément, et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et donc, Otto Schott a ajouté du bore. Et en ajoutant du bore, il venait de découvrir ce qu'on appelle, aujourd'hui dans le jargon scientifique, des borosilicates. Et à l'époque, on appelait ça le verre le flint. C'était du verre qu'on appelait du flint. Donc, il venait de découvrir du verre complètement transparent. À cette époque, dans le fin du 19e siècle, les États-Unis étaient dans la plaine, ce que nous appelait à l'époque la conquête de l'Ouest. Et la conquête de l'Ouest aux États-Unis se faisait à travers le chemin de fer. Et le pays qui a le plus grand réseau de chemins de fer, c'est les États-Unis. Et à une époque, il y avait un problème de signalisation des trains. Comment faire une signalisation pour les trains, surtout la nuit, et pour que le conducteur de train puisse savoir voir la signalisation de loin, pour savoir s'il y a un danger, est-ce qu'il peut passer. À l'époque, il y avait beaucoup d'incidents liés à la signalisation du train. Et à l'époque, il y avait un industriel américain qui s'appelle Corning. Et aujourd'hui, vous le savez tous, qu'une des plus grandes industries dans le verre, c'est l'industrie Corning. Il a entendu qu'il y avait à l'époque un Allemand qui a découvert du verre transparent. Et il a dit, il faut que je puisse avoir, parce qu'à l'époque, il y avait ce que nous appelons les lampes à pétrole, hein? Il y avait les lampes à pétrole à l'époque. بكري احنا عندنا في الدار كان عندنا une lampe à pétrole كنسموها الكانكي. Et vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque, les quinquis, ils n'avaient pas une... Ah oui. Le tube, hein? On avait des quinquis qui étaient verts, qui étaient bleus, hein? Ils n'étaient pas transparents réellement. D'accord, les premiers quinquis. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire du verre transparent. Parce qu'on normalement devait avoir quelque chose de transparent pour avoir la plus grande luminosité, hein? Pour qu'il reflète le plus de lumière. Donc à l'époque, on avait les lampes à pétrole, donc tout le monde avait sa lampe à pétrole, hein? Et donc on circonfaisait autour du train avec la lampe à pétrole, d'accord? Mais comme c'était pas des verres transparents, donc le conducteur ne voyait pas la lumière de très loin. Et pour que le train puisse s'arrêter, il lui faut beaucoup de, hein? Pour amortir son inertie, il faut beaucoup d'espace et de temps pour freiner. Donc il y avait beaucoup d'incidents. Et donc, Corning, entendant parler qu'il y a un Allemand qui a découvert ce verre transparent, il est parti à la conquête en Allemagne de trouver la formule pour fabriquer ce verre-là. Et en partant en Allemagne, en espiant, cherchant à trouver la formule, il est arrivé à trouver la formule. Il repart aux États-Unis, il commence à fabriquer les lanternes, hein, à pétrole, d'accord, avec ce nouveau verre. Il est devenu millionnaire à l'époque, parce que tout le monde voulait acheter ces lampes, ces lanternes à ce nouveau verre. Mais ce verre-là, il avait un inconvénient, il se cassait facilement. Le moindre choc, hein, le faisait casser.
Donc, il est devenu millionnaire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un a acheté une lanterne, le verre se casse. Hein? Mais donc, on a acheté une autre. Hein? Et donc, ça a donné un marché florissant. De l'autre côté, Autoshot, l'allemand, est un artisan. Hein? Au même moment, un autre industriel allemand s'est dit, il faut que je fasse une sorte de consortium, une sorte d'entreprise, avec cet Autoshot. C'est qui? C'est Zeiss. Vous connaissez tous, hein? Zeiss, depuis donc le 19e siècle, s'est investi dans le verre. Et aujourd'hui, quand vous allez acheter les meilleurs appareils photo, c'est les appareils photo Zeiss, vous allez acheter les microscopes, hein? C'est les microscopes Zeiss, hein? C'est parce que c'est la qualité du verre qui est utilisée. Schott aussi, les meilleurs verres aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour la lunetterie, c'est les verres Schott. Les meilleurs verres au monde en matière de qualité du verre, hein, quand vous allez acheter des verres, parce que là, vous avez plusieurs sortes de verres, même si c'est des verres de correction, mais la qualité du verre est importante quand vous allez acheter des lunettes, d'accord? Donc, vous allez acheter chez un opticien, il vous met un verre, mais vous ne savez pas la qualité du verre qu'il vous met. Il vous fait une correction, hein? Mais la qualité du verre est importante par rapport je dirais, par la chromosité, par rapport au reflet, par rapport à est-ce qu'elle laisse passer toutes les longueurs, etc. Les meilleurs verres au monde aujourd'hui dans le domaine de la lunetterie, c'est les verres Schott. Donc vous voyez que ça revient de très loin, ça revient au 19e siècle. Schott, c'est celui qui a découvert les premiers verres transparents. Et c'est devenu une industrie. Et à l'époque, Zeiss avec Schott, ils se sont pas lancés encore dans la microscopie. C'était des choses, d'abord, on n'était pas arrivé encore à cette technologie. À l'époque, la chose la plus importante, c'était dans la chimie. Parce qu'à l'époque, la chimie, vous savez tous que dans la chimie, pour faire des expériences de chimie, essentiellement la chimie est basée sur le virage des couleurs. C'est-à-dire que vous avez un produit, vous ajoutez quelque chose, il change de couleur, donc il y a une réaction. Et comme il n'y avait pas de verre transparent, totalement transparent, on ne savait pas si réellement il y a un changement de couleur ou pas. Donc Schott avec Zeiss ont commencé à fabriquer les tubes à essai. Donc ils ont inondé le marché à l'époque en faisant les tubes à essai pour tout ce qui est expérimentation chimique, pour que les gens puissent voir réellement s'il y a virage de couleur ou il n'y a pas virage de couleur. Nous sommes au 19e siècle, début du 20e siècle. Je reviens à Corning. Début du 20e siècle, Corning s'est dit, eh ben voilà, à ce moment-là, il dit, il faut que je passe d'un système d'artisanat, d'un système de recettes de cuisine pour fabriquer du verre, à un aspect scientifique. Donc la science du verre. Et il fait recruter des ingénieurs, hein, des techniciens, des chercheurs. Dans son industrie, il a mis en place l'industrie du verre, et il les recrute pour travailler de façon scientifique sur l'amélioration de la qualité du verre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Corning demande à ses ingénieurs, ce verre qu'il a ramené d'Allemagne, fait par Schott, se casse facilement. On est donc dans un domaine, il se casse. Trouvez-moi un moyen pour que ce verre ne se casse pas. Que faut-il faire pour le verre ne se casse pas? Et donc ces ingénieurs commencent à travailler, et à l'époque on ne savait pas les techniques. Il fallait développer les techniques. Et donc les ingénieurs se sont dit, les techniques qu'on utilise en métallurgie, on va les transférer pour le verre et voir qu'est-ce que ça donne. Et on sait bien qu'en métallurgie, pour rendre un verre plus dur, il faut faire ce qu'on appelle des trempes. Qu'est-ce que ça veut dire, des trempes?
Ça veut dire que je prends du verre, je le mets dans un four à une très grande température, et ensuite je le trempe dans l'eau. C'est ce que j'appelle une trempe. Et comme ça, on sait que l'acier, en faisant la trempe, il devient très dur. Donc on a dit pour le verre, ça doit être aussi la même chose. Alors ces ingénieurs, une fois, un de ces ingénieurs, vous voyez que parfois il y a le côté coïncidence ou hasard, il a réglé le four à 500 degrés. Et il a mis le verre dans le four. Et quand il a sorti le verre, il avait des gants dans sa main, le verre était tellement chaud, il a laissé tomber. Il n'a pas pu le tenir. Et quand il est tombé, le verre, il ne s'est pas cassé. C'est pas possible, hein? Donc l'ingénieur s'est dit, c'est pas possible, comment le verre s'est pas cassé? Et en revoyant un peu ces données, il a vu que le four dans lequel il avait mis le verre, il n'était pas réellement à 550 degrés, mais il était à 700 degrés. Donc il s'est dit que si je mets le verre à 700 degrés, le verre que je vais obtenir ensuite quand il sort, il va refroidir, il ne casse pas. Et donc il commençait Corning à changer les verres pour les lanternes à pétrole avec ce verre qu'il avait fabriqué en montant la température à 700 degrés. Et à ce moment-là, comme quand vous prenez les lanternes, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Donc ça chauffe ce verre, le verre devient chaud. Donc il ne casse pas. Donc ça a été sa ruine. Corning, ça a été sa ruine. Parce que les gens achetaient une lanterne qui restait beaucoup longtemps. Elle restait longtemps. Donc, ce qui fait que son commerce n'était plus devenu attrayant. Alors, sa femme a eu la brillante idée. Elle lui dit, puisque ton verre, regardez bien, c'est extraordinaire, nous sommes en 1920. Sa femme lui dit, puisque ton verre ne se casse pas à chaud, ton verre ne se casse pas en chaud, fabrique-moi un moule à cake. Fabrique-moi un moule à cake avec ton verre. Elle a eu une idée extraordinaire, sa femme, en lui disant, fabrique-moi un moule à cake avec ton verre. C'est ce qu'il lui a fait. Donc, il lui a fabriqué un moule à cake à sa femme. Sa femme a fabriqué, a préparé un cake et elle l'a mis dans le four. Au bout d'un certain temps, elle sort son cake et le cake a bien cuit. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore faire la cuisson dans le verre. Donc sa femme fait le cake et elle voit que le cake cuit très bien dans ce nouveau verre qu'a fabriqué son mari. Et elle commence à faire la publicité à partir de cette date-là qu'on peut cuisiner dans du verre. Et vous savez, un gâteau, en anglais, comment on appelle un gâteau en anglais? On l'appelle paille. P-Y-E. Une paille. Et donc, c'est pour cette raison que ce verre, on lui a donné le nom de Pyrex. Le Pyrex. Donc, le Pyrex, c'est le verre qui ne casse pas à chaud. Mais à froid, il casse. Si vous prenez ce moule à cake, vous le mettez au four pour cuisiner. Et s'il tombe de vos mains, tant qu'il est chaud à 700 degrés, il ne va pas casser. Mais si ce verre-là, aujourd'hui, vous le laissez, il est froid, ce Pyrex, vous le laissez tomber, il va casser. Donc, il casse à froid. Donc, vous voyez qu'à partir de cette date-là, sa femme commençait à faire de la publicité à son mari, qu'on peut cuisiner dans du verre, d'accord? Et il a redémarré sa fortune, puisqu'il a commencé à fabriquer les ustensiles de cuisine à partir de ce verre qui est le Pyrex, ce
que nous appelons, nous, le Pyrex. Hein. Et alors, ça vient du mot paille, ça vient du mot, donc, gâteau, c'est-à-dire le verre à gâteau, le Pyrex. Magnifique. Mais ensuite, Corning a des idées plus importantes. Il dit à ses ingénieurs, maintenant que vous avez fabriqué un verre, mais qui ne se casse pas à chaud, trouvez-moi un verre qui ne se casse pas à froid. Parce que dans la majorité du temps, les personnes dans la vie quotidienne, on utilise du verre à température normale, hein, ou dans le verre à température chaude, à température froide. Donc ces ingénieurs commencent à réfléchir, à dire comment faut-il fabriquer un verre qui ne se casse pas à froid. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire et se dire, donc ça sera des techniques qui doivent être complètement différentes des techniques qu'on utilise pour faire du verre à chaud, c'est-à-dire du Pyrex. Il faut utiliser toute une autre méthode. Ils commencent à réfléchir, et à l'époque, donc la science commence à se développer, nous sommes en 1940, hein, les choses, donc c'est maintenant ces fils hein, qui ont repris le business de leur père, et ils commencent à réfléchir et à se dire comment faut-il faire pour faire ceci. Et donc la science s'est évoluée, et on savait, pour rendre quelque chose encore plus dur, il fallait faire ce que nous appelons dans la science la recristallisation. C'est-à-dire que prendre le verre, le fondre, d'accord, ensuite le refroidir, ensuite le chauffer à une température, le refroidir, le chauffer à une autre température, le refroidir, chauffer à une autre température, le refroidir, c'est ce qu'on appelle des revenus. Comme ça, on affine la structure interne du verre. Plus on affine la structure interne du verre, plus il va devenir dur. Et donc on est arrivé, à un moment donné, à fabriquer un verre avec des structures les plus fines possibles. Et comme on a dit, donc ce verre ne se casse pas à froid, on l'a appelé le Duralex. Le Duralex, hein? Dur, hein? Ça vient du mot dur, hein? Le Pyrex, ça vient du mot paille gâteau, hein? Et le Duralex, ça vient du mot dur, hein? D'accord? Alors, quelle est la différence? Vous pouvez le constater, chères femmes au foyer, quand vous prenez du Pyrex comme celui-là, il casse en 5-6 morceaux, en des morceaux, hein? Vous voyez, c'est des morceaux qui peuvent vous trancher les doigts. Mais quand le Duralex, il tombe de vos doigts, il explose. Ce n'est plus des verres, c'est une poudre. Parce que pourquoi? Parce que la structure a été tellement affinée à l'intérieur que c'est devenu des petits morceaux. D'accord? Donc vous voyez une multitude de petites graines, c'est comme des graines, qui sont sur le tapis. Alors que le Pyrex, c'est 4, 5, 6, 7 morceaux quand il se casse. Parce que c'est la méthode avec laquelle on a fabriqué ce verre-là. Ça, c'est la première constatation, donc le Duralex. Maintenant, si je vous dis, est-ce que en améliorant sa qualité de ces verres-là, ils ne se cassent pas? Je dis non, tous les verres se cassent. Et c'est là où il y a aussi l'ingéniosité des ingénieurs à l'époque. Comment doit-on faire pour que le verre ne se casse pas? Techniquement, chimiquement, physiquement, j'ai pas encore trouvé de formule pour trouver un verre qui ne se casse pas. Mais techniquement, est-ce que je peux donner une forme à un verre pour qu'il ne se casse pas? Et à l'époque, on savait
que tous les objets, quels que soient les objets, ils ont une manière de se casser. Ils ont une manière de se casser. Quelle est cette manière de se casser? Tous les objets cassent en tension. Qu'est-ce que ça veut dire casse en tension? Quand vous prenez un objet d'un côté et vous prenez un autre objet d'un autre côté et vous appuyez sur les deux parties de ce côté-là, il casse. Mais si tous les objets, si vous mettez comme ça, hein, en pression, c'est ce qu'on appelle en compression, ils ne cassent pas. Essayez de mettre, prenez par exemple quelque chose, vous appuyez hein, en compression sur ça, elle ne cassera jamais. Mais si vous faites ça, elle va facilement casser. Donc ça veut dire que tous les objets se cassent en tension. Les objets ne cassent pas en compression. Ah donc les ingénieurs, sachant que les objets se cassent en tension et ne se cachent pas en compression, comment faire pour que quand un objet tombe de nos mains, il a plus de chances de tomber en compression que de tomber en tension. Ça veut dire que ceci verre, il tombe comme ça, il va se casser. Hein? Mais si le verre tombe comme ça, et vous pouvez l'essayer, il ne se casse pas. Et comme il y a une loi de la pesanteur qui dit un objet hein, tombe hein, plus vite que s'il est massif, dans l'air, pas dans le vide, hein, d'accord? Et qu'un objet tombe plus vite plus s'il est massif. Donc ça veut dire que le côté massif va tomber plus vite que le côté moins massif. Donc il faut que qu'est-ce que je fais? Et ils ont trouvé la réponse. Et quand vous allez acheter, vous allez trouver que la base des verres est renforcée. La base hein, des verres est renforcée. Le bas du verre est renforcé. C'est lourd. Hein? Vous prenez chaque verre, c'est comme... Parce que pourquoi? Parce que quand le verre tombe, hein, il tombe vers la base la plus lourde, il tombe en compression, il tombe pas en... Parce que s'il vient à tomber en tension, il va casser. Mais s'il tombe en compression, il va pas se tasser. Donc, vous voyez, c'est pas par hasard qu'on a mis plus de matière, c'est de la matière. C'est pas par hasard qu'on a renforcé le socle, c'est pour que les verres tombent en compression. Donc ça veut dire l'astuce, il faut que les verres, c'est pour ça que la base, elle est plus, d'une part, et aussi pour que quand je le pose, il a plus de stabilité. Maintenant, je reviens aussi à l'histoire. Maintenant, comme vous allez voir, vous avez des verres comme ça, normaux, et vous avez des verres comme ça, on appelle des verres à ballon. D'accord? Vous allez me dire, pourquoi on a changé, par exemple, des verres comme ça, et on a introduit des verres comme ça. Pourquoi? Vous savez, l'histoire, aussi, c'est une anecdote. Hein? C'est une anecdote extraordinaire. Parfois, qui m'a dit que la vie au quotidien, hein? C'est le quotidien qui nous impose de changer des choses. À l'époque, pendant le Moyen-Âge, hein, il y avait beaucoup d'assassinats des rois, des princes, etc. Hein, et l'assassinat se faisait par empoisonnement. C'est-à-dire que si je prends un verre comme ça, d'accord, et je mets un peu de poison dans mes mains, d'accord, et je vais servir un roi, ou je vais servir un prince, d'accord? Donc je lui verse de ce qu'il veut, de l'eau, je sais pas, et je vais lui tendre, hein, le verre. Mais puisque je le touche avec mes mains, hein, ça veut dire que je vais laisser du poison ici, que lui, il va le mettre dans sa bouche. Donc ça veut dire que le poison va toucher sa bouche, et on va l'empoisonner. Donc pour y remédier à ça, à l'époque, dans le Moyen-Âge, les artisans qui fabriquaient le verre, ils ont dit, il faut qu'on trouve un moyen pour que les gens ne touchent pas le verre où il va boire, la partie où il va boire la personne avec les doigts. Et donc, on avait les verres à ballon
pour que celui qui va présenter le verre, il va le toucher dans la base, il va pas le toucher, hein, au niveau de ceci. Donc, celui qui va boire sera tranquille que celui qui lui a donné le verre, il n'a pas ramené avec lui des germes ou des bactéries, etc. Il va lui poser. Donc, ça, c'est pour ça l'origine, d'accord, de ce verre-là. Ensuite, il fallait, vous êtes rappelé peut-être, le verre en des couleurs. Et c'est pour cette raison que, par exemple, comme vous voyez dans les églises, ou dans certaines mosquées, on n'a pas de verre transparent. On a des vitraux, des verres colorés. Et parce que depuis qu'il y a eu donc le christianisme, quand on a commencé à construire les églises, il n'y avait pas encore des verres transparents à l'époque. Il n'y avait que des verres colorés. Elle est restée la tradition de continuer à faire des verres colorés. Alors maintenant, comment donner des couleurs à un verre? Comment donner des couleurs à un verre? Alors, par exemple, Bekri qu'on a acheté, vous voyez, il y a beaucoup sur le marché, vous avez deux types de couleurs les plus, je dirais, répandues. Des bouteilles bleues et des bouteilles vertes. Bekri, vous allez acheter hein, n'importe quoi, c'était soit des bouteilles bleues, hein, soit des bouteilles vertes. Parce qu'on a su que pour donner la couleur bleue à un verre, il fallait ajouter du cobalt. On ajoute du cobalt, du CO, à un verre, il devient bleu. Vous ajoutez du nickel à un verre, il devient vert. Vous lui donnez la couleur verte. Et comme le cobalt et le nickel, c'est des éléments très répandus, hein, pas chers, donc on fabriquait beaucoup de bouteilles, soit bleues, hein, soit des bouteilles vertes. Ensuite, la couleur rouge, vous voyez ici. Surtout dans la parfumerie, on utilise beaucoup les couleurs rouges. Donc, pour faire un verre rouge, on ajoute du cuivre. On ajoute du cuivre dans du verre, on lui donne la couleur rouge. Maintenant, quelle est la différence entre un cristal? Les verres à cristal, c'est ce qu'on appelle le verre à cristal, comme ça. Hein? Les verres à cristal sont lourds. Vous prenez, vous comparez, c'est les verres à cristal. Ils sont transparents aussi, c'est les mêmes verres, ils sont transparents. Comment transformer un verre qui est normal et un verre que j'ai acheté du verre à cristal? Vous savez c'est quoi? Comment faire transformer un verre normal en un cristal, c'est-à-dire, et c'est prestigieux, hein, le verre à cristal. On ajoute du plomb, tout simplement. Plus la concentration du plomb est élevée, et généralement à peu près c'est 24% qui sont à l'intérieur, c'est du plomb. Et c'est pour ça c'est lourd. C'est le plomb qui alourdit. C'est pas le verre, parce qu'il y a beaucoup de plomb dans le cristal. Hein? Il sonne. Vous voyez le 101, c'est un son métallique. C'est comme un son d'un métal. D'accord? Parce que c'est un métal qui a à l'intérieur le plomb. On arrive jusqu'à 30%, certains cristaux, certains cristallis vont jusqu'à 30%, tout en gardant la transparence, d'accord, et la beauté. Mais c'est pour ça que j'ai dit aux personnes, faites très attention. Faites très, très, très attention. Le luxe a un prix. Le luxe a un prix. Ça, c'est important pour ça que je dis la science au quotidien. Je préfère boire dans un verre normal que dans un verre à cristal. Pourquoi? Parce que le plomb est très dangereux pour la santé. Il donne une maladie qui s'appelle le saturnisme. Ihebel. Sans le savoir, il y a toujours des particules du plomb qui s'échappent de ce cristal. Et si on venait à tous les jours prendre de l'eau dans un verre à cristal, ça veut dire qu'on est en train de se tuer à petit feu. D'accord. Le cristal, c'est pour des occasions. Hein? Une fois. Hein? Par hasard, hein? Je sers mes amis dans du verre à cristal, du verre à thé, hein? Parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup de verres à thé à cristal, hein? Ou il y a de l'eau dans des verres à cristaux. Donc il faut faire attention que le cristal est très dangereux
par rapport au verre normal, parce que le cristal, il y a beaucoup de plomb, et que le plomb est très dangereux pour la santé, c'est-à-dire une moindre petite quantité de plomb est nocif. Et à l'époque, on savait pas, et ça donnait beaucoup de saturnisme, beaucoup de personnes qui buvaient tout le temps dans du cristal, ont eu la maladie du saturnisme. Alors parfois aussi, vous allez trouver des cristaux comme ça, des carafes, etc., à cristal, qui ont une couleur jaune. Et si vous les sortez à l'air libre, dans la lumière, ils commencent à donner des reflets verts. Parce qu'on joue aussi sur dans le luxe, on joue aussi sur le reflet, sur les couleurs et tout ça. Ça se faisait dans les années 60. Sachez que ces cristaux, ces verres à cristal, à couleur légèrement jaune, et qui donnent des reflets verts, on a ajouté à l'intérieur de l'uranium. Et généralement, c'est de l'oxyde d'uranium. Il n'est pas nocif. On appelait ça les verres à oraline, les oralines, les verres oralines. C'était répandu dans les trucs de luxe, d'accord, parce que l'oxyde de l'uranium, ça coûte très cher. Donc, ajouter de l'oxyde d'uranium dans des verres comme ça coûte très cher. Alors, à l'époque, toujours je reviens à Corning, quand il a commencé à fabriquer des verres, il s'est dit, il était encore au Pyrex. À l'époque, donc, la santé, le domaine des sciences médicales commençait à se développer. Et il commençait à se développer, et donc on commençait à produire des médicaments. À l'époque, on n'avait pas encore trouvé le moyen de cristalliser les médicaments. C'est-à-dire les cristalliser, les rendre sous forme de comprimés. Il n'y avait pas encore la technologie chimique qui permettait de lyophiliser un produit et donc de le faire sous forme d'une gélule ou d'un comprimé. Donc tous les médicaments étaient sous forme liquide. Et donc il fallait conserver ce médicament. Et donc Corning, il a dit, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir rentrer dans le domaine du médicament en trouvant un moyen de conserver les médicaments. Il sortit l'ampoule. Et vous vous rappelez, surtout pas maintenant, on trouve ça pour les fortifiants, et pour certains, c'est une ampoule avec 2 embouts, à la fin. Mais à l'époque, dans les années 30, les médicaments étaient tous sous forme d'ampoule, Vous voyez, ça fait dans les années 60 ou là, vous allez acheter tous les médicaments, c'était soit des sirops, soit dans des bouteilles, d'accord, soit dans des ampoules. Et quand il a inventé l'ampoule pour conserver les médicaments, à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une ampoule, vous avez les 2 embouts, à la fin, il fallait casser l'embout d'un côté et casser l'embout. Donc, la tension pour casser. Et quand vous cassez, parfois comme c'est du pyrex, ça peut vous blesser en cassant. Ça peut devenir tranchant et vous blesser les doigts. Alors il a dit, il faut que je trouve un moyen pour rendre le quotidien plus facile. Parce que quand je vais casser, il faut donner l'orientation pour que la chose se casse. Il a ajouté une petite lime. Quand vous avez acheté une boîte, vous limez un peu l'embout, vous limez l'autre embout, quand vous limez, allez lui donner une orientation. Il va se casser selon cette orientation et vous ne pouvez pas vous blesser les doigts, ou avoir des coupures. Donc, vous voyez, l'ingéniosité de la vie au quotidien, c'est comment faciliter les choses au quotidien. Et ensuite, Corning, il a dit, commencer à apparaître l'industrie de l'automobile. Et l'industrie de l'automobile, il fallait protéger celui qui conduit. Et en même temps, il faut qu'il voie. Il fallait faire le pare-brise. Donc, quel type de verre je dois faire pour le pare-brise? Si je fais le pare-brise avec du pyrex, ça veut dire le moindre coût,
voilà, il va se casser, hein, ça va être dangereux. Si je me mets du Duralex, hein, la même chose, ça va se casser, d'accord, et ça va être pire, il va disparaître. Il va se mettre en mille graines. Il faut qu'un pare-brise résiste le plus longtemps possible. Ces ingénieurs, ils ont dit, bon, comment je vais faire? Eh ben, je vais faire du multicouche. Qu'est-ce que ça veut dire du multicouche? Je vais prendre une feuille de Pyrex, hein? Ensuite, je vais mettre une deuxième feuille de Pyrex. Je vais faire une troisième feuille de Pyrex. Je vais faire une quatrième feuille de Pyrex. Une cinquième feuille de Pyrex, d'accord? Et donc, je vais avoir un verre avec 5 couches de verre. C'est pour ça que quand واحد يقايسك في البار-brise, تشوف باللي راه مشقوق, hein? Mais c'est que les premières et deuxièmes feuilles qui sont cassées, hein? La troisième, la quatrième, la cinquième, c'est pour ça qu'on dit on répare les pare-brise. Donc le pare-brise se répare. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pare-brise, on enlève les premières feuilles, celle qui est cassée, on remet une feuille qui n'est pas cassée, d'accord? Et le pare-brise se répare. Parce que c'est un verre qui est fait avec plusieurs feuilles, d'accord? C'est ce qu'on appelle du feuille laminé. C'est ce qu'on appelle du verre laminé. C'est-à-dire, on le rend le plus fin possible, d'accord? Pour qu'il ne prenne pas beaucoup d'épaisseur. Et on met une feuille sur une feuille, sur une feuille, sur une feuille, sur une feuille. Ensuite, toujours Corning, il a dit, maintenant, il faut que j'introduise le verre dans l'industrie. C'est-à-dire faire des ascenseurs en verre, hein, faire des tables en verre, hein, où je peux déposer des choses lourdes, hein, ils ne se cassent pas facilement, d'accord. Quand vous achetez maintenant une table, hein, vous l'achetez avec du verre, vous l'achetez du verre, donc ça veut dire que c'est du verre vraiment incassable, qui résiste le maximum possible. Donc comment je peux passer d'un verre Duralex ou n'importe, avec du verre qui ne s'est pas cassé. Donc maintenant, je dis aux femmes au foyer, quand vous allez dans un supermarché ou dans un magasin pour choisir votre verre, il faut lire ce qui est inscrit, hein, dans le verre. Quel type de verre vous devez acheter? Quel type de table vous devez acheter, hein, d'accord? Alors, donc, c'est quoi ce verre-là qui est utilisé? C'est ce qu'on appelle du verre tempéré. Alors, quand vous allez dans un magasin, vous allez voir une table, regardez au coin, faites-le, si vous avez donc une table à la maison, hein, ou si vous avez quelque chose comme ça, regardez dans un petit coin, vous allez trouver ce terme qui est écrit temperate. Donc, si vous allez trouver le nom temperate, ça veut dire que c'est du verre tempéré. C'est du verre qui est destiné pour faire. Et c'est quoi un verre tempéré? C'est un verre qu'on prend, d'accord, normal, qu'on met dans un four à 600 degrés, qu'on sort, on refroidit, on remet dans un four à 500 degrés, on sort, on refroidit, on remet dans un four, hein, à 400 degrés, on sort, on le refroidit, on remet dans un four à 300 degrés, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle des revenus. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une affaire de chauffer, hein, refroidir, chauffer, refroidir, mais à des températures. Et donc là, on a ce qu'on appelle un verre tempéré. D'accord? Un verre tempéré. Et donc, tous les verres tempérés sont des verres extrêmement durs. Extrêmement durs. Donc, on les utilise dans tout ce qui est, donc, table, ascenseur, etc., etc. Et puis, arrive un moment où on dit comment je peux encore augmenter le verre, la résistance au verre, par rapport au choc. Ça veut dire que j'ai pris une boule et j'ai frappé le verre, hein, et le verre ne se casse pas. L'impact, c'est-à-dire la résistance à l'impact.
c'est ce que j'appelle du verre blindé. Et le verre blindé, c'est quoi? Nous savons tous. Très simple. Nos جدودنا الناس اللي كانوا عايشين في البادية الناس اللي عايشين في من بكري qu'est-ce qu'on utilisait كنا نصنعوا on fabriquait des maisons avec de l'argile بالطين il n'y avait pas la brique il n'y avait pas le perpin donc tous les gens construisaient dans leur lahore avec de l'argile mais l'argile roha c'est pas intéressant. Et on a compris, chouf les ancêtres tawana, ils ont compris que pour durcir leur sorte de brique qu'ils fabriquaient avec de l'argile, il fallait mettre du foin, de la paille. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils prenaient de l'argile, ils le mélangeaient avec de la paille. Betben. Ils fabriquaient les petits carrés avec ça. Et en faisant ça, ce qu'ils fabriquaient était très dur. Ils pouvaient construire, ils pouvaient et donc ils commençaient à construire avec du taub. Mais ils ne savaient pas, c'était pas de la science. C'est que par la suite qu'ils venaient de découvrir ce qu'on appelle un composite. Un composite, c'est quoi? Vous avez tous les matériaux avec une matrice et vous ajoutez des fibres, ils deviennent un composite. Le plexiglas, c'est un composite, c'est un plastique où il y a des fibres à l'intérieur. Donc ils avaient imaginé, eux, à l'époque, sans le savoir, par expérience, fait des composites. Donc ça veut dire que dans le verre, il faut faire des composites. Je prends un verre, et je mets ce que je veux à l'intérieur, des fibres. Des fibres, par exemple, je mets du métal, je mets du plastique, je mets tout ce que je veux. Et le verre est renforcé. Et le verre devient renforcé. Et c'est pour ça que vous voyez, dans certains portes blindées, vous avez du verre et à l'intérieur des fils de fer. Des fils de fer, ce sont des fibres. D'accord? C'est des fibres. Et donc le verre est très blindé, ils ne peuvent pas se casser. Donc vous voyez que cette histoire du verre, elle est extraordinaire parce que ça nous permet réellement de voir que l'avancée, le développement de la science toujours pour arriver à des verres incassables, d'accord? Aujourd'hui, on augmente la résistance du verre. Mais on ne sait pas qu'il n'y a jamais de verre qui est incassable. Alors, des fois, je dis aux femmes qui font de la vaisselle, quand vous faites de la vaisselle, parfois, vous êtes en train de laver un verre, d'accord, et soudainement, il éclate entre vos mains. Vous êtes en train de laver du verre, et soudainement, le verre se casse entre vos mains. Il se casse entre vos mains. C'est pas possible, comment ce verre s'est cassé. Alors, il faut savoir que l'ennemi numéro 1 du verre, qui est l'ennemi de tous les matériaux, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est l'ennemi numéro 1 du verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train de laver un verre. Mais peut-être que dans ce verre, il y a une micro-fissure, elle n'est pas visible à l'œil nu. Eh bien, elle vous fait à l'œil nu. Mais il y a une micro-fissure, vous ne le voyez pas. Et quand vous êtes en train de le laver, l'eau c'est H2O. L'eau c'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Donc il y a des radicaux libres d'hydrogène dans l'eau. Et donc s'il y a une micro-fissure dans le verre, et vous êtes en train de laver, s'il y a un hydrogène qui pénètre dans le verre, c'est comme une fermeture éclair. Le verre explose. Donc ça veut dire que c'est pas par hasard que le verre s'est cassé entre vos mains, mais parce qu'il y a eu l'introduction de l'hydrogène dans le verre. Et ça me rappelle une histoire. Histoire extraordinaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Les Américains, à l'époque, on venait de découvrir, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Griffith venait de découvrir l'arc de soudure. On ne savait pas avant 1942 comment faire de la soudure. La soudure n'existait pas. On ne savait pas souder. On savait rifter. C'est-à-dire quand on fabriquait des bateaux ou là quand on fabriquait des choses, on prenait une tôle avec une tôle et on faisait des boulons partout, hein, pour faire des tôles. C'est pour ça que quand vous voyez des voitures telles à l'époque, hein, dans les années 20 ou là dans les années 30 ou là des installations ou là, il n'y a pas de soudure, il n'y a que des rivets, que des boulons partout. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas souder. On n'avait pas encore trouvé les moyens de souder. Donc c'est Griffith, vers les années 1942, donc les Américains venaient de découvrir l'arc électrique. Ils venaient de découvrir l'arc électrique, ils ont fabriqué l'arc électrique. En fabriquant l'arc électrique, on pouvait souder des tôles. On pouvait commencer à souder. Et là, c'est-à-dire, ça a révolutionné l'industrie navale. L'industrie navale. Au lieu de construire un navire, un bateau de guerre, un destroyer, un petit navire de guerre en un mois, on pouvait fabriquer un navire de guerre en un jour. Et donc à l'époque, les Américains, ils disent il faut inonder le Pacifique avec des petits bateaux, des destroyers, pour gagner la guerre. Et ils ont appelé ces bateaux qu'ils construisaient, ils les appelaient les Liberty Ships, c'est-à-dire les bateaux de la liberté. Ils construisaient des milliers de bateaux. Ils ont inondé. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que quand ces bateaux allaient et la mer devenait très démontée, la mer était très houleuse, les bateaux se cassaient facilement, sans qu'ils puissent être touchés par un missile, ou là par une torpille. À l'époque, il y avait les torpilles. Pas normal. Comment se fait-il que nos bateaux se cassent facilement? Et c'est toujours cet ingénieur extraordinaire, cet ingénieur en métallurgie américain qui s'appelle Griffith, qui dit que puisque nous avons fabriqué ces bateaux avec des tôles soudées, quand on soude les tôles, d'accord, quelque part, il y a des soudures qui ne sont pas très parfaites. Et comme l'eau, quand elle devient houleuse avec la salinité, il y a beaucoup d'hydrogène qui se libère. Donc l'hydrogène pénètre dans les soudures, il les ouvre comme une fermeture éclair. Et à l'époque, on a dit, pour pallier à cela, Griffith dit, il faut faire entrer ce qu'on appelle des crack arrestators. Qu'est-ce que ça veut dire? Les arrêteurs des fissures. Et aujourd'hui, quand on fabrique un bateau, on ajoute une tôle, une ceinture. Autour, donc, il y a la soudure, mais sur la soudure, on met une ceinture autour de la soudure qui fait que même s'il y a une rupture, elle est arrêtée par la ceinture. Donc, vous voyez, cet hydrogène est l'ennemi numéro 1 de tous les matériaux. Ça a été la même chose, l'erreur commise de Challenger. Challenger qui a explosé avec les 6 astronautes qui parlaient à cause de l'hydrogène aussi. Donc l'hydrogène, comme l'a dit Feynman, d'accord, il a dit l'hydrogène, c'est le gaz le plus subtil, le plus utile, mais le plus dangereux, parce qu'on ne peut pas l'apprivoiser. Et c'est que dernièrement, qu'on vient de découvrir de l'hydrogène solide, c'est-à-dire comment solidifier de l'hydrogène, et ça sera donc une autre histoire qu'on racontera de la science dans notre quotidien. Donc je vous ai parlé aujourd'hui de la science dans le quotidien, essentiellement autour du verre, et je vous remercie et bonsoir. Merci beaucoup, professeur Aourag. Donc nous appréhendons la prochaine édition qui aura pour titre
Sarah au titre Pourquoi la nature a horreur du vide. Pourquoi la nature aura du... Voilà. Merci beaucoup, professeur.